Eh bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va avoir un live aujourd'hui qui est quand même intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel que j'avais lancé aujourd'hui pour ou contre les voitures Tesla ou les véhicules Tesla. Évidemment, pas besoin de vous dire que ça a fait lever les passions. Il y a beaucoup de gens qui sont pro-voiture Tesla, il y en a qui sont contre les produits Tesla, mais je trouve que les arguments, dans plusieurs cas, sur les 300 quelques commentaires qui ont été laissés uniquement sur ma page Facebook, et je vous fais fi des messages qui ont été envoyés directement dans ma boîte de courriel, où là, on s'est lâché lousse un petit peu plus. Il y a beaucoup de commentaires pertinents. Puis, évidemment, je comprends le questionnement de la part des gens, mais c'est quoi l'idée de faire un pour ou contre une marque de voiture? Tu ne l'aurais pas fait pour une GM? Non. Sauf que jamais, dans l'histoire, et salutations à Sébastien Néron qui est avec nous, Jean-François Champagne qui est pour. Il y a beaucoup de monde qui embarque déjà, c'est super le fun. Renaud-Pierre Bérubé qui a déjà vendu des Tesla, évidemment, il me dit salut, mais je sais très bien quelle est sa position. Et Charles n'est pas d'accord. Bref, on va discuter Tesla. Envoyez-moi vos commentaires. Et je veux d'emblée vous mentionner que il y a bien des gens qui pensent que je suis anti-Tesla parce que je me suis montré critique envers la marque à plusieurs reprises, c'est vrai. Et non, je ne suis pas anti-Tesla. Si j'étais anti-Tesla, je ne serais pas ici pour en parler en train de n'avoir comme seul objectif que de bâcher sur la marque. C'est vraiment pas l'objectif. Mais je pense que c'est intéressant de peut-être revenir en arrière, de regarder, salut à Martin Durand, de regarder un peu comment ça s'est passé Tesla jusqu'à maintenant, parce que ça fait quand même près de 8 ans qu'ils sont présents ici au Canada. Et ça a changé complètement le paysage automobile. Francis Lecomte qui est avec nous, Simon Bastien, Dominique Filion, Jean-Olivier, bref. Oui, il y a bien des gens qui embarquent dans l'aventure. Mathieu qui nous dit qu'il est pour Tesla, mais que la qualité d'assemblage so-so. Bon, on va y revenir. D'abord, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre quelques-uns de tous les commentaires. Et pour ceux qui se joignent à nous, je veux juste qui se joignent, qui viennent toujours juste de cliquer sur le lien. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre Tesla? Vous allez comprendre un peu le principe pourquoi je fais ça ce soir. Parce que j'ai jamais vu une marque soulever les passions ou soulever les débats comme ça. Il n'y a pas des gars de pick-up qui se sont obstinés comme ça. Tu sais, on le sait dans le monde des pick-up, tu as des gars de Ram, tu as des gars de Ford, tu as des gars de GM. Assois ces trois gars-là dans un même salon puis laisse-les s'obstiner. C'est magnifique de voir ça aller. Mais avec Tesla, on s'en va un cran au-dessus. Là, ça peut mener au meurtre. Là. J'exagère peut-être un peu, mais c'est souvent ça. Moi, des fois, j'ai des discussions avec des gens, puis je me dis, mais coudonc, sur quelle planète ils vivent? On est où, là? Fait qu'on va y revenir. Mais avant, je vous partage certains des commentaires que j'ai reçus, que j'ai trouvés dans certains cas pertinents, dans d'autres cas peut-être un petit peu trop. Puis j'ai laissé tomber les commentaires qui disaient vivement un bon vieux moteur V8, etc. Bon, tu as le droit de ne pas aimer les voitures électriques, mais je m'en vais pas là. Pour moi, la voiture électrique, elle est nécessaire. Je pense qu'elle a sa place dans le paysage automobile comme les autres types de véhicules et qu'elle devrait prendre de plus en plus de place sans pour autant avoir pour objectif de fusiller ou d'éliminer complètement les véhicules à moteur à combustion qui, je pense, ont encore leur place aussi. Et ça, c'est un autre débat et je n'embarquerai pas là-dedans certains. Ah oui, puis juste le temps de vous dire que parmi tous ceux qui feront un commentaire ce soir, et si vous voulez envoyer quelques étoiles, vous êtes les bienvenus. Mais parmi tous ceux qui envoient des commentaires ce soir, je vais faire tirer cette casquette flambant neuve évidemment flambant neuve de la Tesla Model X que j'ai chez moi et que j'avais acheté à l'époque chez le concessionnaire Tesla Montréal. En fait, j'en avais acheté deux. Une pour un ami qui possède ce véhicule-là et l'autre pour moi, mais j'ai tellement de casquettes ici que finalement, je ne l'ai jamais portée. Alors, je la ferai tirer parmi tous ceux qui commentent. Salut à Stéphane Lachance.
Alors voilà. Donc, je vous lis quelques commentaires. Silverado Powerball. On n'est pas à la bonne place. Merci, Denis, pour les étoiles. C'est toujours apprécié. Je lis quelques commentaires. Je commence comme ça. Alors, François Bouchard, il me dit, on est pour la technologie et l'avancement et la solution électrique contre la qualité du produit, la finition atroce, ainsi que les habitacles d'une platitude absolue. Je suis donc mitigé. Si je fais un virage électrique, ça ne sera probablement pas avec eux que je vais l'amorcer. Donc ça, c'est l'opinion de François Bouchard. Et je n'ai pas le choix d'être en partie d'accord avec le fait que la qualité ou la finition est inégale. Puis ça, je pense que la majorité des gens vont l'admettre. Tu n'achètes pas une Tesla pour la qualité de finition. Ce n'est pas le point fort de l'entreprise. François Viau, lui, il dit « Sans Tesla, je n'aurais certainement pas eu la chance de posséder un véhicule électrique en 2013, ni probablement même aujourd'hui. Être contre Tesla reviendrait donc à être contre les véhicules électriques et l'évolution de la technologie. Je n'ai jamais possédé de Tesla, on peut les critiquer autant qu'on le voudra, mais je leur serai éternellement reconnaissant pour avoir fait plier une industrie entière qui dort au gaz depuis trop longtemps. Et ça, pour moi, c'est un commentaire extrêmement constructif. On est en plein dans le mille. Je suis d'accord là-dessus à 100%. Si Tesla n'existait pas, la grande majorité des constructeurs automobiles n'auraient pas lancé de véhicules électriques, à commencer par les constructeurs américains, mais aussi par les Allemands, qui, il faut se souvenir, jusqu'au début de l'arrivée des voitures électriques et jusqu'au fameux scandale Dieselgate, mettaient beaucoup d'énergie sur l'hydrogène, aussi drôle que ça puisse paraître. On a complètement viré son capot de bord du côté de l'Allemagne quand il y a eu le scandale diesel. Et quand on s'est rendu compte que Tesla commençait déjà à connaître du succès autour de 2015. Alors, ça a été un virage à 180 degrés. Et depuis ce temps-là, force est d'admettre que les Allemands sont en réaction au succès de Tesla. Et les constructeurs américains aussi. Il y a des constructeurs américains qui ont mis des efforts plus que d'autres. On s'entend que GM est un petit peu plus électrifié que Chrysler, FCA ou maintenant Stellantis, appelez ça comme vous voudrez. Mais c'est sûr que là-dessus, le commentaire de François Viau, je le trouve très pertinent. Michel Brouillette, il dit « S'ils en vendent, c'est qu'il y a une clientèle. Je ne suis pas assez riche pour faire partie de cette clientèle. On a beau dire qu'on n'a pas à payer d'essence, encore faut-il payer la voiture. » Et là, j'entends évidemment les ardents défenseurs de la marque. Faites vos calculs, c'est moins cher acheter une Tesla que d'acheter une Honda Civic. Toute chose étant relative, il faut faire ses calculs comme il faut. Et je vous dirais que c'est moins vrai par les temps qui courent qu'à pareille date, il y a 2 ans, par exemple. Pourquoi? Parce que le prix de l'essence stagne, d'une part, mais parce que les gens ne roulent plus. Puis évidemment, une voiture électrique, elle est rentable. Plus tu roules, plus elle est rentable. Là, les gens ne roulent pas. Donc, c'est sûr que pour rentabiliser la dépense supplémentaire qu'on va faire à l'achat d'une voiture électrique, il faut rouler, puis c'est pas nécessairement tout le temps le cas non plus. En même temps, j'ose croire que plus le temps va avancer, plus l'écart de prix entre une voiture électrique et une voiture à essence va être réduit. Parce que pour l'instant, pas besoin de vous dire qu'entre le prix d'une Hyundai Kona à essence et de son équivalent en version électrique, il y a un 20 000 $ qui n'a pas de bon sens, là. On a beau mettre des subventions, là, à un moment donné, ça n'a pas de sens de vendre un Hyundai Kona à 55 000 $ alors que le même produit avec un moteur à combustion qui a autant de composantes mais qui ne sont pas les mêmes coûte 20-25 000 $ de moins avant le retrait des subventions. Donc, il y a ça aussi. Je pense que plus le temps va avancer, plus l'écart de prix entre les deux véhicules va changer. Oui, en passant, pas besoin de vous dire que le paysage qui se trouve derrière moi n'a rien à voir avec un véhicule électrique. La seule chose qu'il y a d'électrique là-dedans, c'est quoi donc? Ouais, peut-être la chaufferette, peut-être le radio, et encore, je ne suis pas sûr qu'il ne marche pas à gaz le radio là-dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Éric Harvey, il dit qu'il est contre parce qu'il y a trop de problèmes de peinture, que c'est mal assemblé, que ça ramasse beaucoup de cochonneries en dessous de la voiture. Tesla devrait se contenter de vendre des motorisations aux autres, mais pas des voitures. Et là, je n'ai pas le choix d'être en désaccord avec lui. C'est vrai, pour tout ce qu'il a dit, ils ont des problèmes de peinture, c'est mal assemblé. Disons que c'est
mal adapté aux conditions routières du Québec parce qu'il n'y a pas vraiment de protection de sous-bassement, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, si Tesla s'était contenté de vendre des motorisations aux autres, ben, les autres auraient tout fait pour étouffer l'affaire. Et le génie de Tesla, pour moi, tient dans le fait qu'on a réussi à convaincre les gens qu'il fallait s'acheter une voiture Tesla. On a réussi avec un marketing génial à convertir des gens et à en faire même, on peut parler de secte, là. Il y a des gens qui aujourd'hui ne jurent que par ça. Merci Mathieu pour les étoiles. Salutations à Didier, à Soufiane qui est avec nous, Jean-François Lucier, Daniel Farah, Alain Drapeau, le monde embarque, c'est super le fun. Gabriel qui est avec nous. Donc, pour moi, c'est ça. Tesla, c'est pas seulement la voiture, c'est le fait qu'on ait réussi, par un marketing franchement bien établi, à convaincre la clientèle et à faire en sorte que l'emblème Tesla devienne un objet qu'on désire posséder. Salut à Mylène qui est avec nous, Christian. Un objet qu'on désire posséder. Il y a des marques qui ont cherché pendant des années à faire ça et qui n'ont pas réussi. Combien de constructeurs sont débarqués sur le marché? Je vais vous donner Genesis, par exemple. Bon, ben, le constructeur Genesis débarque il y a quelques années et tente de séduire une clientèle avec une nouvelle gamme de véhicules de luxe. Ça se fait petit à petit, mais on n'innove pas. On n'a pas nécessairement de plan d'action, c'est pas clair, y a-t-il des concessionnaires, on s'en va où? Alors, c'est difficile de partir. Et la majorité des constructeurs, des nouvelles marques qui arrivent sur le marché, c'est ça. Et si c'est pas ça, souvent c'est un feu de paille. Je peux prendre par exemple Hyundai. On recule loin, là, mais au début des années 80, bonsoir à Martin, merci à Maxime pour les étoiles. Alors, au début des années 80, Hyundai est arrivé au Canada en 1983 avec une Pony, comme un modèle 84. Alors, cette voiture-là est arrivée sur le marché. Succès instantané parce que le timing était parfait. En 1985, Hyundai vendait plus de 80 000 véhicules au Canada et possédait, après 1 an de commercialisation, en fait 2 ans de commercialisation, environ 10 % du marché global canadien. Alors ça, c'est fantastique. Par contre, Hyundai a eu des chiffres extraordinaires en 85, en 86 aussi, et après ça, ben, ça a commencé à planter. Et il a fallu attendre en 2007 avant qu'on réussisse à battre le record de 1985. Parce qu'on est arrivé ici très green, sans expérience, et là, on s'est rendu compte que il y avait des standards au Canada qu'on ne retrouvait pas ailleurs, et on a eu des problèmes avec ça. Mais Tesla, c'est un peu le même principe. On arrive ici aujourd'hui avec une marque qu'on a réussi à rendre très, très forte dès le début, avec une technologie qui est différente et qui a fait bouger l'industrie. Alors ça, c'est la grosse force de la marque. Mais on se rend compte aussi que, rouler au Canada puis rouler en Californie, c'est pas la même chose. Puis honorer des garanties, puis être un constructeur automobile et dealer avec tout ce que ça implique, bien ça, on ne l'a pas fait. Fait que là, j'ai des petits bémols et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça, c'est un problème. Par contre, on a brassé l'industrie complètement et on a réussi à convaincre les gens que la marque Tesla avait cet élément de différent qui allait faire en sorte que les gens allaient y adhérer et visiblement ça a fonctionné. Il y a J.O. Dumas, je m'excuse, je ne sais pas quel est ton nom, Jean-Olivier peut-être. J'essaie de penser à une bonne raison d'être contre l'existence d'un produit innovateur qui pousse les autres constructeurs à se surpasser. J'en trouve pas, évidemment. Donc, ça revient à dire un peu ce qu'on disait un peu plus tôt. Je suis d'accord avec ça. Ça a complètement brassé l'industrie, changé l'industrie. Stéphane, qui nous vient de France, dit être en colère contre la baisse des prix des Tesla 3. Et ça, c'est intéressant. Parce que il y a des regroupements, il y a des associations qui sont en train de faire du remue-ménage car nos voitures ont perdu plus de 10 000 € de valeur en 1 mois. C'est qu'en Europe, on a ajusté les prix des voitures Tesla et pas besoin de vous dire que ça a fait fâcher les propriétaires qui avaient payé une somme astronomique et que le mois suivant, ça coûtait beaucoup moins cher. Alors Stéphane nous dit, nous demandons donc un geste commercial. J'espère que ça va bien finir car les gens en ont plus qu'assez. Je comprends la frustration et ça, pour moi, c'est un problème chez Tesla. Les prix, on joue au yo-yo avec ça.
ça fait en sorte que les valeurs des voitures fluctuent. Et ce n'est pas uniquement vrai pour les voitures elles-mêmes, c'est vrai pour les pièces aussi. D'une semaine à l'autre, vous appelez chez Tesla, le prix d'une pièce n'est même pas le même. Alors, sur quoi se baser? Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça, on y reviendra. Il y a Thierry qui me dit, j'ai une Tesla Model 3 SR+, 2020, peinture impeccable après 12 mois, aucun problème avec l'auto, service après-vente impeccable. On a fait faire l'ajustement des panneaux de carrosserie gratuitement, directement dans mon entrée de garage. C'est intéressant quand même. Le seul bémol, c'est qu'après 10 000 km, les pneus d'été sont finis. Ouais, OK. C'est sûr que si en plus vous avez les pneus de performance, parce que c'est la version SR+, c'est sûr que ça fond comme neige au soleil. Et pas besoin de vous dire que c'est une voiture qui est assez lourde. Donc, les pneus, j'imagine que ça doit se manger quand même assez rapidement. Alors, j'ai reçu beaucoup de commentaires intéressants. Là, maintenant, j'ai décidé d'en imprimer des peut-être un petit peu plus cochons à mon endroit. Puis je vous fais fi là, vraiment des messages que j'ai reçus dans ma boîte de courriel ou dans ma boîte Messenger parce que y en a qui sont vraiment méchants et qui pensent que c'est une vendetta contre Tesla que je suis en train de faire ce soir. Ils ont le droit, mais get a life. Il y a Max qui me dit, pour ou contre une marque de voiture, sérieux, t'es rendu à ce niveau. Tesla ont été les premiers à amener quelque chose de convaincant sur la table en matière de véhicules électriques. Encore aujourd'hui, il est un leader dans son segment. Ils ne sont pas parfaits, la compagnie est encore très jeune comparée aux autres marques. Ford a été la première marque et regardez, elles sont toujours pris avec des problèmes. C'est un fait. Il n'y a pas une voiture de parfaite. Là aussi, je suis d'accord. Puis là, il me parle des Tesla Model S Plaid qui sont plus rapides que des McLaren. Alors, lui, visiblement, ne comprend pas pourquoi je fais ça. Tu es rendu à ce niveau. On se pose la question ce soir pour ou contre la marque Tesla. On le fait parce qu'il y a des gens qui voient uniquement Tesla et que tout le reste ne devrait pas exister. Et il y en a d'autres qui veulent détruire la marque et la voir disparaître. Et c'est un peu pour ça que je pose la question. Il y a MC SAS. Je ne comprends pas votre acharnement contre Tesla. Jamais vous ne feriez ce débat avec un autre constructeur, ce qui est faux, et vous le verrez parce que ça va arriver dans les prochaines semaines. Je me demande vraiment quel préjudice Tesla vous a octroyé pour que vous ayez cet acharnement malsain. C'est franchement décevant venant d'une personne qui devrait offrir des avis impartiaux. Et c'est tout à fait pour cette raison que je le fais ce soir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont interprété le seul fait que je pose la question comme une vendetta contre la marque, et c'est absolument pas le cas. Nicolas Fortin qui me dit il me dit « What the fuck, dude? Je comprends difficilement la nuance entre Tesla et VE, donc véhicule électrique. On dirait un gars qui en a beaucoup trop sur le cœur. Il y a des professionnels pour ça, mon loup. Ben, pas de problème. Envoyez-moi des numéros de téléphone. Antoine Joubert, soit tu es sous ou bien quelqu'un a hacké ton compte Facebook tellement la question est stupide. Parfait. J'ai un Maxime aussi. Là, je me suis permis vraiment d'aller voir la page Facebook du type en question et je vais taire son nom de famille. Maxime, il m'a tout simplement suggéré de changer de métier parce que si je refusais de comprendre que la voiture électrique, c'est la seule chose qui devrait exister aujourd'hui, bien, c'est que je ne connais rien des chars. Merci, mon homme. Et je suis allé voir sa page Facebook et toutes les publications ne sont que des Tesla. Mais, coudonc, c'est correct, il y a des fanatiques. Marc Fournier, il me dit « Ta question devrait être jaloux ou pas de Tesla. Non, mais franchement, on sait tous qu'il est impossible que tu fasses un pour ou contre avec d'autres marques de véhicules. Encore une fois, j'y reviendrai. Et 99% de ceux qui seront contre en ont juste pas, c'est un peu mal écrit, ils ne savent donc pas de quoi ils parlent. Bref, il y a des gens qui prennent ça à cœur, et c'est correct, mais ça permet aussi d'illustrer à quel point la marque Tesla élève les passions, et on a réussi à créer une secte. Et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Il y a JP qui me dit que les proprios de véhicules électriques sont vraiment intenses. C'est pas tout le monde. Et pour moi, là, avant d'embarquer dans le petit plan que je me suis fait, pour moi, il y a 3 types d'acheteurs de Tesla. Le premier, c'est celui
qui est vendu à la marque Tesla comme quelqu'un qui est vendu à Apple. Quelqu'un qui ne pourrait pas utiliser autre chose et qui ne peut pas imaginer conduire autre chose. Donc, la personne s'est fait convertir à la marque et est tatouée au fer rouge. Alors ça, il y a ce type d'acheteur-là. Le deuxième, c'est celui qui a les moyens de s'acheter une Tesla confortablement, décide de faire un virage électrique, souvent va se procurer une Tesla pas d'entrée de gamme, et cette personne-là va acheter une Tesla plutôt qu'une Audi, plutôt qu'une Mercedes, parce que c'est un véhicule qui paraît bien, ça paraît bien de conduire une voiture électrique, puis il y a un geste environnemental qui vient avec, puis la voiture est quand même technologiquement, franchement impressionnante. Alors c'est un peu tout ça. Et la troisième personne, c'est une personne réellement analytique. Alors, la personne qui, oui, choisit de faire un virage électrique, mais qui a pesé les pour et les contre sur le plan financier. Donc, par exemple, quelqu'un qui conduirait, je ne sais pas, un Toyota RAV4 et qui déciderait de calculer, bon, bien, mon RAV4 me coûte 550 $ par mois, plus X nombre de sous en essence, plus l'entretien mécanique, si ça, arrive à un tout à la fin du mois. On fait le même calcul pour une Tesla Model S ou une Model Y et on arrive à un montant égal ou légèrement supérieur. Et là, on se dit, bon, ben c'est un geste environnemental, puis je suis prêt à passer à ça. Et on fait le saut vers une voiture électrique. Alors, il y a ces trois types d'acheteurs-là, selon moi. Mais c'est jamais les personnes les plus pragmatiques qu'on va entendre. Ni celle qui évidemment s'achète ça en sachant que c'est un objet de luxe et que ça vient avec des contraintes, parce que tous ceux qui se sont procurés des voitures allemandes dans le passé, vous en conviendrez, sont aussi capables de dire qu'il y a des contraintes quand on achète une voiture allemande. Et je salue au passage mon ami Jean-Sébastien qui s'est procuré tout récemment une Audi S8 usagée de quelques années seulement, une 2017, qui est une voiture fantastique. Il l'a payé, tenez-vous bien, 100 000 $ de moins que le prix auquel elle a été vendue à l'état neuf, facture à l'appui. Bonjour la dépréciation. Il y a quelqu'un qui me dit que les Ariesca étaient aussi bien construites. Ça aussi, l'écart entre les panneaux de carrosserie était variable et il fallait le faire parce que une voiture aussi carrée que ça, c'est pas parce que tu ne l'as pas vu, le panneau, là, on s'entend, là, c'est dessiné avec une règle, un K-car. Mais là, on s'écarte. OK? Alors, j'ai eu envie d'abord de peut-être vous donner mon appréciation des voitures Tesla. Et la première voiture Tesla que j'ai conduite, moi, c'était en 2015. Ça faisait quoi, 1 an et demi, 2 ans que la marque était ici sur le marché. C'était une Tesla propulsée, une 60D, si ma mémoire est bonne. Parce que là, les acronymes, on les a changés 100 000 fois, puis je vous avoue que j'en ai perdu des bouts, là. Oui, Éric Tremblay, les gens sont crinqués. Ça, c'est un mot qui est de plus en plus à la mode, là. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça. Puis c'est pour ça que... ça, je veux lire ça. Il y a quelqu'un qui me dit, je travaille avec mon Model X. Je pense que c'est Maxime. Je m'excuse, là, parce que c'est pas évident à voir. Je travaille avec mon Model X, outil, échelle. Je le remplis jusqu'au plafond. Je le rentabilise au maximum 70 000 km par année. Elle n'est pas parfaite, mais malgré ses défauts, c'est pratique. Bon, ça, c'est intéressant. Parce que des Model X, en fait, le Model X, c'est le seul produit Tesla que je n'ai jamais conduit. Même si c'est bien drôle, parce que j'ai la casquette ici, que vous pourrez remporter en passant, parce que si ça vous intéresse, on va choisir au hasard quelqu'un qui a commenté ce soir et on va lui faire parvenir la petite casquette que j'avais achetée à l'époque au concessionnaire. Je l'avais mentionné en début d'émission. Alors, le Model X, c'est le seul produit que je n'ai pas conduit, mais c'est celui qui, ironiquement, pour moi, me semble moins intéressant parce que visible, moi, les espèces de portes en aile de mouette, je m'excuse, mais c'est inutilement compliqué et ça fait juste causer des problèmes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je parlais, peut-être que Maxime, qui venait de laisser un commentaire, pourra nous le confirmer, mais je parlais avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui que
à la fermeture des portières. Si les portes sont ajustées un peu trop serrées pour que les panneaux de carrosserie soient placés de façon égale, il y a un frottement qui se fait entre le bas de la porte et ce qu'on appelle le dogleg, donc le contour de la ceinture de roue. Et ça finit par faire un frottement et user la peinture ou les plastiques. Et si vous mettez une pellicule protectrice, bien, c'est encore pire. Alors, le truc, c'est que les panneaux de carrosserie soient mal ajustés pour qu'il y ait un petit jour. Donc, il y aurait un vice de conception au niveau des portières, mais ce que ça occasionne lorsque les panneaux sont mal ajustés, c'est aussi des craquements, parce que veut pas, comme les panneaux extérieurs sont un petit peu plus étirés, bien, ça craque et ça scille au vent. Bref, il n'y a pas de solution parfaite. Ça, c'est un propriétaire que j'ai rencontré aujourd'hui. Il y a Sébastien qui dit, est-ce que les coutures sont inégales sur la casquette? C'est une excellente question. Je vous dirais qu'elle semble bien assemblée et que le badging est quand même assez beau. Il est presque plus beau que sur la voiture elle-même. Fait que non, là-dessus, ça va bien. Mais la compagnie qui a fabriqué ça, en fait, je ne sais pas c'est qui, mais on dit que ça a été Design in California by Tesla. Alors, c'est une casquette Tesla, vous la voyez ici. Coudon. Est-ce qu'on en donne une lorsqu'on achète le véhicule? J'ai aucune idée, mais je la trouvais bien bonne. Model S, j'ai conduit ça au début, 60D. Après ça, ça a été une 85D, une P85D. Vous m'avez peut-être vu dans une autre émission, RPM pour ne pas le nommer, où j'avais payé une sérieuse ride à mon collègue de l'époque, Benoît Charette, que je salue. C'était une technologie qui était hallucinante, là. Et puis, je m'étais amusé à faire du drag entre un P85D et une Charger L4 de 707 chevaux qui est arrivé sur le marché cette même année-là. Et évidemment, au départ initial, la Tesla, c'était hallucinant. Mais aujourd'hui, la Model S est rendue beaucoup plus loin que ça. Là, si je ne m'abuse, je n'ai pas les notes devant moi, mais la Model S qu'on a dévoilée il y a hier, je crois, bien là, on parlait d'un 0-100 km/h en 1,9 secondes. On parle de plus de 1000 chevaux. La version Plaid Plus, là, c'est hallucinant. On a redessiné l'habitacle. Ça fait du bien, franchement. Là. Je ne suis pas sûr du volant, mais entre vous et moi, jusqu'à ce que cette Model S-là arrive sur le marché, j'ai bien hâte de voir. Moi, j'ai le feeling que ce volant-là, qui est un peu weirdo et qui me fait penser au volant qu'on retrouvait dans la voiture de Knight Rider, K2000, ben j'ai l'impression que ça serait une option. Je ne peux pas croire qu'on va offrir ça de série. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez la... Bon, les gens commencent à s'obstiner, à chicaner, là. Faites pas exprès. On n'est pas là pour ça. On est là pour mettre les pendules à l'heure. Un rap pour la casquette est offert, oui. Il y a bien des bons gags qui passent, mais je peux malheureusement pas toutes les lire. Alors c'est ça. J'ai conduit la Model S à 2, 3, 4 reprises. Et c'est toujours une voiture qui m'a impressionné, même si c'est vrai que les sièges n'étaient pas nécessairement confortables, même ceux qu'on avait redessinés, optimisés. On voyait clairement que tu n'achetais pas une Model S pour le confort des sièges, pour le raffinement de l'habitacle. Mais en même temps, l'expérience à bord, c'est complètement autre chose. Tu vis une expérience qui est unique avec une planche de bord gigantesque au niveau de l'écran central. Là, on s'est un peu habitué à ça parce que les constructeurs ont réagi à ça. Bon, Ford, Ram est arrivé avec des trucs comme ça, mais tout ça pour dire que quand c'est arrivé, c'était exceptionnel. Et là, la voiture, évidemment, elle a vieilli. J'en ai essayé une tout récemment, puis elle n'a pas changé. Oui, 1,9 secondes pour le 0-100, c'est complètement fou, c'est malade. Là, on parle d'une voiture qui nécessiterait, j'imagine, sur le quart de mille, le port d'un casque de sécurité tellement c'est rapide. C'est peut-être ça. Ils ont dit que la voiture serait disponible dès le mois de mars. Bon, coudonc, alors c'est... Puis c'est vrai que quand Tesla dévoile un modèle, ça arrive pas longtemps après. Puis ça, c'est un autre point aussi. Contrairement à d'autres constructeurs automobiles, quand Tesla lance un modèle, il existe. Hein? C'est pas comme lorsqu'on est arrivé avec des Kia Niro électriques et qu'on faisait assemblant de vouloir en vendre, puis que pendant un an ou deux, il n'y en avait pas. Même chose pour le Kona. Bon, là, on a rectifié le tir. Dans le cas de la Niro,
tout récemment, et parce qu'on est au Québec, et parce que nulle part ailleurs en Amérique du Nord, on veut en acheter, là, on a rectifié le tir, mais le sérieux de Tesla en matière de commercialisation de ses produits, il joue pour beaucoup aussi. Puis je pense à ce niveau-là, vous me permettrez de commenter là-dessus. Je pense que un des constructeurs qui a su montrer qu'il était sérieux, oui, la casquette va avoir besoin d'un ajustement. Bon, elle est peut-être un petit peu affaissée de ce côté-ci, mais c'est peut-être le carton à l'intérieur là, qui n'est pas de qualité optimale. Bon, c'est peut-être comme le carton dans le fond des coffres de Tesla. Bon, excusez-la. Mais le constructeur qui, moi, m'a impressionné, au niveau de la commercialisation et du sérieux de l'arrivée de ces voitures, c'est Chevrolet avec la Bolt. Vous voulez une voiture électrique demain matin, on en a, c'est disponible. On ne les vend pas à des prix, c'est-à-dire, oui, ce n'est pas des voitures qui ne sont pas données, mais les taux de financement ne sont pas à 8 comme dans le cas de certains autres véhicules où on a l'impression qu'on fait tout pour les rendre inaccessibles. C'est sûr que chez Tesla, ben, le fait qu'il n'y ait pas de place à la négociation, le fait qu'il n'y ait pas de jeu à ce niveau-là, moi, c'est peut-être un point qui m'agace un peu parce que c'est sûr qu'on essaie de vendre des voitures d'une façon complètement différente de la balance de l'industrie. Et clairement, ça marche, là. Mais pour moi, je veux dire, le fait que Tesla ait du succès, c'est aussi parce qu'on a des stocks et parce qu'on peut le livrer assez rapidement. Un point évident. Donc, je parlais de la Model S, une voiture qui m'a toujours impressionné, que j'ai conduit encore récemment, qui est pour moi la meilleure Tesla parmi ce que j'ai conduit. Merci pour les étoiles. C'est pour moi la Tesla la plus aboutie, mais c'est évidemment une voiture beaucoup plus chère qu'une Model 3, qu'une Model Y. J'ai conduit 3 Model 3 dans ma vie. Dont celle du président de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. Et cette voiture-là, elle est impressionnante. Évidemment, la conception, pas juste ça, mais le plaisir de conduire. Hein? C'est une voiture qui est, salutations à Patrick Boudreau, à Dave Lecourt qui est avec nous autres, c'est une voiture qui a un centre de gravité très bas, qui répond au doigt et à l'œil, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante à conduire qu'un modèle Y à ce niveau-là, parce que, oui, c'est pas la position d'un VUS que beaucoup de gens apprécient, mais en contrepartie, tu es installé quand même à un niveau très bas et tu as l'impression, d'abord, tu as l'impression d'avoir une voiture qui répond très, très, très facilement et elle ne te donne pas non plus l'impression d'être aussi lourde que ce qu'elle est en réalité. Alors ça, c'est un point que j'ai bien aimé, mais évidemment, j'ai pas le choix de critiquer le côté franchement dol du design de l'habitacle. Il n'y a rien à bord. Moi qui est un passionné d'automobile, de design, s'installer à bord d'une modèle 3 ou d'un modèle Y, il y a un 2x4 recouvert de tissu, une grosse tablette, un volant, ça s'arrête là. Puis des sièges, c'est noir ou c'est blanc. Qui prend ça blanc pur comme ça? Tu t'installes là-dessus avec tes jeans une fois, puis c'est taché. Il y a ça, là. Moi, donnez-moi un petit peu plus de viande, un peu plus de finition. Faites un peu plus de recherche pour amener du design. Amenez un petit peu plus de chaleur à bord de l'habitacle. Et quand je dis chaleur, je ne parle pas d'un faux feu de foyer qu'on peut installer dans l'écran. Je parle d'une véritable chaleur esthétique. Ça, pour moi, c'est un gros bémol pour la Model 3, la Model Y. Visiblement, il y a des gens pour qui ça n'importe peu, mais en ce qui me concerne, moi, c'est un deal breaker. Ça me prend quelque chose de plus charmant au niveau de l'habitacle que ce qu'on a là. Mais il n'en demeure pas moins que je donne le crédit à Tesla pour un habitacle qui est quand même ergonomique, où il y a beaucoup d'espace, plus que dans n'importe quel véhicule électrique. On a pensé à ça. Une Tesla Model S, c'est hallucinant. Quand on compare une Model S avec la Porsche Taycan, par exemple, au niveau du volume intérieur, c'est génial. Alors là, il y a quelqu'un qui parlait de la Polestar 2. Et ça, moi, c'est une voiture qui m'interpelle. La Polestar 2, là, j'ai pas vu le commentaire, je m'excuse, là, ça passe beaucoup trop vite, puis j'ai de la misère à lire. Mais la Polestar 2, bien que je remets en cause la façon de commercialiser ces voitures-là, j'ai bien hâte de voir comment on va connaître du succès. J'ai conduit la voiture, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le comportement.
Ce n'est pas aussi efficace qu'une Model 3 en termes d'autonomie. Il n'y a peut-être pas autant d'espace que dans certains autres véhicules et encore, mais l'ensemble de... J'aime le look, ça je ne m'en cacherai pas. Pour moi, c'est une voiture qui est magnifique, qui est rafraîchissante. Et la qualité de finition n'est pas comparable avec une Tesla. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de voir comment on va faire pour la commercialiser parce que je vous avoue que d'aller acheter une voiture au Carrefour Laval, moi, c'est pas ma tasse de thé. Encore moins que de me rendre chez un concessionnaire Tesla et de me faire dire par un vendeur, ben regardez, il y a un écran ici, vous pouvez choisir votre voiture sur place. Bon, je suis peut-être old school à ce niveau-là, mais l'interaction avec un vendeur, puis l'expérience du toucher, l'expérience tactile ou l'expérience d'ambiance d'un concessionnaire, moi j'aime ça. C'est propre à moi, il y a bien des gens qui détestent, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a bien des gens qui aiment ça, aller chez Tesla, parce que justement, ça ne leur rappelle pas de mauvais souvenirs. Alors ça, c'est une question personnelle, mais en ce qui me concerne, je vous avoue que la Polestar 2, ça, j'ai hâte de voir parce que pour moi, ça pourrait, si on travaille juste un peu plus sur l'autonomie, ça pourrait être une voiture très, très, très sérieuse comme rivale à Tesla. Donc, je vous ai parlé de la Model 3, Model Y. Ouais, ça, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que... et j'ai conduit 2 modèles Y et je vais me permettre, une petite anecdote. Si j'ai pu conduire 2 modèles Y dans les derniers mois, c'est grâce à la plateforme Turo qui m'a mentionné que des véhicules modèle Y étaient disponibles en location. Alors, il y a Maxime que je connais ici, qui est vendeur automobile, qui me dit « Qui veut dealer avec un vendeur de char aujourd'hui? » Mon cher Maxime, étant donné que tu vends pas mal de voitures, j'ai l'impression qu'il y a encore bien du monde qui sont d'accord avec ça. Alors, oui, les 2 véhicules que j'ai essayés, les 2 modèles Y, ça provenait de la plateforme Turo. Alors, tu loues le véhicule, tu pars avec ça, tu fais tes affaires. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience. C'est vraiment simple et efficace. Et puis évidemment, bon, le prix va varier en fonction de ce que le propriétaire du véhicule veut vous charger. Alors ça aussi, vous pouvez magasiner en conséquence, c'est bien. Puis les frais de la plateforme ne sont pas trop élevés. Donc, une plateforme intéressante. Maintenant, je suis allé conduire un premier modèle Y à Toronto parce qu'il n'y en avait pas à Montréal. Et j'ai conduit un véhicule intéressant, mais où il y avait quand même un certain nombre de craquements et où l'ajustement des panneaux de carrosserie, c'était vraiment un problème. C'était épouvantable. Je m'imaginais mal, c'était un véhicule qui valait avec les options 76 000 si ma mémoire est bonne. Le prix d'entrée était à 70 000, puis là, il y avait un groupe d'options. C'était pas la version de performance, mais il y avait un groupe d'options dont ma mémoire oublie, mais c'était 76 000. Mais outre ça, j'ai quand même trouvé que le comportement était bien. Ça me rappelait évidemment la Model 3 parce que c'est la même chose, mais en format surélevé. Mais ça craquait, puis pas un peu. Mais je dealais avec, puis je vous rappelle que j'étais sur les routes de l'Ontario. Et un peu plus tard dans la saison, je me suis retrouvé ici au Québec. J'étais au volant d'un BMW X3. Merci à Daniel pour les étoiles. J'étais au volant d'un BMW X3 hybride rechargeable. Ironie parce que passer d'un BMW X3 hybride rechargeable qui a une autonomie d'à peu près 30 km pour se retrouver au volant d'un modèle Y qui a une autonomie de 450-500 km, on s'entend qu'il y a un écart de technologie entre les deux. Par contre, un BMW X3, bon, moi j'ai toujours apprécié la solidité structurelle des produits BMW, le parfait ajustement des suspensions, moi j'adore ça, la direction qui est super précise. Tu conduis un BMW X3, c'est une machine solide, c'est une machine équilibrée, agréable à conduire. J'ai stationné l'X3, j'ai pris le volant du modèle Y, je suis parti et j'avais l'impression que le toit allait me tomber sur la tête. Tellement ce véhicule-là était mal assemblé. Ça craquait de partout, c'était bruyant. J'avais l'impression que les pneus étaient du béton. Je sortais d'un BMW X3, là, pas d'une série 7, mais de passer d'un véhicule à l'autre, ça a été un coup de poing au visage. Et c'est là que j'ai découvert à quel point la qualité de construction était inégale.
Là, vous allez me dire, oui, tu étais dans les rues de Montréal, puis c'est pas pareil comme les rues de Toronto. C'est vrai, ce n'était certainement pas à l'avantage du deuxième modèle Y, mais il y avait clairement une différence de qualité au niveau des deux modèles Y que j'ai conduits. Et ça, pour moi, c'est inquiétant. Parce qu'il y a des constructeurs automobiles dans le passé chez qui on pouvait constater ça. T'achetais, je ne sais pas moi, une Ford Tempo dans les années 80, ça se pouvait que tu tombes sur une bonne comme une mauvaise voiture. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est de moins en moins vrai. La rigueur dans l'assemblage, le souci de qualité, les normes à rencontrer font que tu n'as pas le choix de bâtir une bonne voiture. Tu sais, des véritables citrons en matière de qualité d'assemblage, il n'y en a plus vraiment. Mais Tesla, pour moi, c'en est encore. Et ça, c'est un point sur lequel... bon, là, j'ai un commentaire ici qui vient de passer de Thierry. Pas besoin des journalistes. Les voitures sont déjà toutes vendues avant qu'elles sortent de l'usine. Bon, ben, parfait, c'est correct. Ça ne m'empêche pas de donner mon opinion, ça ne vous dérange pas, correct, parfait. Mais la qualité d'assemblage, pour vrai, c'est un problème et c'est ça que je voulais mentionner. Ça, va falloir resserrer les boulons. Chez Tesla, pour moi, c'est le principal problème, accompagné du fait qu'on se met la tête dans le sable. Parce que lorsqu'on ose parler de ça, ben, OK, il y a peut-être quelqu'un qui va aller chez toi pour ajuster des panneaux de carrosserie, mais est-ce qu'on va véritablement prendre ça au sérieux? Bon, là, j'ai André qui me pose une question sur le Bronco. J'y reviendrai dans un autre blog, si vous permettez, parce qu'on va se concentrer sur Tesla ce soir. Le Bronco, j'aurai 1000 autres occasions d'en parler. Et bien sûr, ça va faire jaser quand ils vont finir par arriver. Là, il y a le Bronco Sport qui est rentré il n'y a pas longtemps, mais bon. Alors, en résumé, j'ai été vraiment déçu du modèle Y que j'ai conduit, que j'ai présenté à Salut Bonjour. Vous l'avez peut-être vu. J'ai été sévère avec le véhicule. Mais moi, je ne suis pas capable d'acheter, et vous serez peut-être d'accord avec moi, je ne suis pas capable d'acheter un véhicule de 70 000 qui craque comme ça, surtout en sachant que si j'ai à me présenter chez un concessionnaire pour faire honorer une garantie ou régler ces innombrables bobos-là, je vais peut-être un peu faire rire de moi parce que, hey, garde, si t'es pas content, garde, étouffe-toi, là. Mais ça, c'est le genre de langage que je ne me permettrais pas d'entendre chez un concessionnaire. Et honnêtement, j'ai le feeling que c'est un peu ce qui arrive. J'en connais des gens qui ont des voitures Tesla autour de moi. Dans certains cas, ils ont une expérience client qui est correcte sans plus. Dans d'autres cas, ils ne sont pas satisfaits. Mais moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Hey, moi, j'ai un service 5 étoiles chez Tesla, comme chez Lexus, par exemple. C'est incroyable. » Oui, les gens de Tesla vont venir à domicile pour régler des petits pépins que vous pourriez avoir, mais encore là, c'est vraiment pas évident. Et pour ceux d'ailleurs qui n'avaient pas vu, et là j'ai un blanc de mémoire, rappelez-moi le nom de celui qui vend des véhicules électriques à Trois-Rivières. Et qui vendait des Tesla dans le passé. Le nom m'échappe, je m'excuse. Je sais que le fils du propriétaire, qui s'appelle Guillaume, avait fait une vidéo super intéressante qu'il avait mis en ligne pour voir à quel point c'était incroyable. On ne pouvait pas rejoindre le service, le département des pièces t'appelais chez les 3 concessionnaires Tesla au Québec et c'était impossible d'avoir la ligne. C'était vraiment très, très, très drôle. Et ça prouvait un peu que le service, bon, ben coudonc, il n'y en avait pas vraiment. J'imagine que depuis, j'ose croire qu'on s'est rectifié. Simon André. Alors, c'est Guillaume André. Merci à Dominique qui m'a donné la réponse. Guillaume André, que je salue. Alors, Guillaume avait fait une vidéo très intéressante. Et allez voir leur page. Et ça, c'est des gens qui sont fait rire en passant en matière de véhicules électriques. Ils font des affaires complètement pétées. Ils peuvent vous convertir une Nissan Leaf pour vous donner une autonomie qui a un peu plus de bon sens. Alors ça, c'est vraiment un point intéressant. Et eux se sont fait couper les vivres par Tesla parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ben, ils pouvaient vous vendre un véhicule Tesla en faisant un walk-around du véhicule puis en vous le présentant de la bonne façon, alors que j'ai l'impression que chez les concessionnaires, on vous garoche la non-clé qui est une carte, puis
on vous dit de vous arranger avec ça. Ça, c'est vraiment inégal, là. Pour être honnête, c'est une personne qui m'a dit qu'elle s'était fait livrer un véhicule à la hâte et qu'elle ne comprenait pas comment son véhicule fonctionnait. Personne qui, soit dit en passant, et ça, c'est quand même quelque chose, est passé d'un Suzuki XL7 2008 à un modèle X. Quand même, hein? Pas pire comme step. C'est quelqu'un qui garde ses véhicules longtemps. Maintenant, j'ai hâte de voir si le modèle X va durer pendant 12 ans. Je veux aussi... Ah bon, puis je vais vous parler du Cybertruck parce que je vous ai parlé de la Model S, du Model 3, du Model Y un peu. Le Cybertruck, bon, que vous aimiez le design ou que vous aimiez pas ça, ça vous appartient. Moi, je trouve ça horrible. Mais qu'à cela ne tienne, quel génie Elon Musk au niveau du marketing d'avoir réussi à faire un truc comme ça et que ça pogne à ce point-là et d'obtenir des dépôts. J'ai pas le choix là-dessus, j'ai pas le choix d'y donner raison. Il aurait pu lancer une brique avec 4 roues, en fait, on n'est pas loin de ça, et ça aurait fonctionné. Ça prouve qu'il a réussi à séduire le cœur des gens et ça fonctionne parce que je ne me souviens pas du nombre de... Oui, Marc-Olivier qui fait des petits dessins. Ouais. Ça prouve à quel point on a réussi quelque chose de grandiose avec la marque Tesla. Parce que si Ford avait dévoilé un véhicule aussi horrible que ça, malgré ses capacités, malgré tout ce qu'on annonce, malgré tout le bien qu'on peut en dire sur le plan technologique, bien, Ford se ferait encore ramasser aujourd'hui. Et Tesla, bien, ça a duré, 48 heures. Après ça, on continue de parler du véhicule comme de la 7e merveille du monde. On a hâte de voir ça. Ça dépasse toute possibilité. Encore aujourd'hui, je pense que je suis sous l'impression qu'un Cybertruck pourrait faire mal à un F350 avec des roues doubles en arrière, je ne sais pas. Enfin bref, on a réussi quelque chose de vraiment génial avec ça. Bon, je vais vous parler aussi de mon expérience récente avec une Model S. Alors que j'ai branché la voiture ici dans le garage, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai ma borne de recharge Heavy Duty qui est juste là. On m'a prêté une Tesla Model S pour fin d'essai sans me prêter l'adapteur. Mais ça, je ne le savais pas, évidemment, au moment où on m'a prêté la voiture, si bien que j'ai fait mes essais, je l'ai roulé. Gabriel Gélina, mon collègue, a roulé la voiture aussi. Je me suis promené avec l'auto. Je suis arrivé ici, j'avais 120 km d'autonomie restant à peu près. Parfait. Non, j'avais 80 km d'autonomie restant. Pas de problème. J'ai dit, je vais brancher la voiture à la maison. Elle va être prête demain matin, ce qui est tout à fait logique. Et je n'avais pas l'adapteur parce que Tesla, ils ont une prise différente. C'est un peu agaçant, ça. C'est comme les iPhones. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'universel, s'il vous plaît? Enfin, bref, ils ont un adapteur, donc dans 99,9% des cas, ça règle la question. Mais là, je n'avais pas l'adapteur entre les mains, si bien que j'ai branché une Tesla Model S sur le 110, dans la prise qui est juste là. Alors, pas besoin de vous dire que ça n'a pas servi à grand-chose, parce que charger une Model S sur le 110, je pense que ça prend 4 jours à recharger. Et le lendemain, ben, je devais me rendre, j'aurais pu directement partir de chez moi et me rendre aux bornes de recharge qui étaient les plus près, donc les superchargers Tesla, la plus près de chez moi étant du côté de Mascouche, mais avec 120 km d'autonomie affichée quand je suis parti le matin. Je me suis dit que j'avais amplement de kilomètres pour réussir à me rendre au quartier 10-30, puisque de toute façon, j'avais affaire à me rendre sur la rive sud, du côté de Saint-Hubert, du côté de Mont-Saint-Bruno avant. Puis après ça, j'allais me recharger là-bas. Mais je me suis rapidement rendu compte que l'autonomie baissait beaucoup plus rapidement que ce qu'on indiquait. Et pour faire une longue histoire courte, je suis arrivé au quartier 10-30 avec 0 km d'autonomie affichée. En fait, le système de la voiture m'indiquait que je ne me rendrais pas et qu'il me fallait me trouver une source d'alimentation alors que je me trouvais à 600 mètres de la borne de recharge. Si tu branches le station wagon, il va prendre feu. Oui, ça se peut. J'essayerai pas. Mais quoi que j'ai une super photo que j'avais prise et que je pourrais partager peut-être un peu plus tard. J'avais pris une photo sur la route 66. Je ne me souviens pas dans quelle ville. Ah, là, j'ai le support de mon téléphone qui commence
à fléchir un peu et ça a un impact léger. Excusez-moi là, si c'est un peu weirdo. Je vais reculer parce que ça bouge un peu là. Ouais, ça c'est... Hein? Des fois, ça arrive, des petits pépins techniques. C'est ça, j'ai une photo de ma grosse brune qui est juste ici, avec une borne de recharge Tesla, mais sur la route 66, dans un endroit où il n'y a pas de borne de recharge. Ouais, là, le téléphone est en train de planter. Alors, on va essayer de placer ça autrement. Je suis désolé. C'est un code 13, hein, un problème à 13 pouces de l'écran. On va essayer de régler ça. Je m'excuse. OK, je pense qu'on est correct. Alors, donc je vous disais, oui, j'ai une photo avec la grosse brune. Je suis en train de la recharger, ou du moins je fais semblant. C'était juste un gag. Et c'est ça, je me suis rendu aux bornes de recharge de peine et de misère dans le quartier 1030. J'ai rechargé la voiture et j'ai pris une photo de l'instrumentation où là, on indiquait 0 km d'autonomie, ce qui est quand même assez cocasse, mais j'ai quand même été assez chanceux pour me rendre. Et peut-être que vous l'avez vécu si vous êtes propriétaire de Tesla. Combien de kilomètres êtes-vous capable de faire passer le fait qu'on indique 0 km d'autonomie? Là, il y en a un qui me dit code 18. Ouais, les mesures, c'est des choses relatives. Je ne sais pas combien. Mais là où je veux en venir, c'est que suite à la publication d'un article dans lequel je racontais un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que je racontais le fait que j'avais eu vraiment chaud en essayant de me rendre aux bornes de recharge Tesla. Vous n'avez pas idée de la quantité de messages haineux que j'ai reçus de la part de gens qui sont vendus à la marque. T'es un cave, t'es un imbécile, tu devrais même pas avoir le droit de conduire une voiture électrique, tu aurais dû le savoir. Faut-il être amateur pour se retrouver dans une situation comme ça? J'ai jamais eu autant de messages méchants de la part de gens qui conduisent visiblement des Tesla et qui en avaient gros sur le cœur, clairement. Là. Et ça, c'est le point qui m'agace le plus. Je ne comprends pas que... moi, je vais faire une critique sur n'importe quelle voiture, là, une Honda Civic, n'importe quoi. Il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont être contents. Des fois, je vais recevoir des petites craques, mais ça s'arrête là. Mais dans le cas de Tesla, c'est épouvantable. Il y a des gens, on dirait qu'ils attendent juste de trouver un commentaire négatif pour fusiller la personne qui le fait. Puis, oui, je me permets d'être critique parce que c'est des voitures qui sont pas parfaites. Il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. Quand je critique un moteur 1.5 turbo d'Honda Civic, avec tous les problèmes qu'on leur connaît, qui n'ont pas été réglés depuis 6 ans, ben oui, il y a des gens qui vont me dire, bon, ben on sait bien, tu les aimes plus, les Honda. Mais tu sais, ça s'arrête là, c'est jamais trop méchant. À part un vendeur qui n'a pas fait ses chiffres en fin de mois, c'est rare que je reçois des messages haineux ou des limites, des menaces de mort. Mais dans ce cas-là, oui, ça a été le cas. Alors, c'est vous dire à quel point c'est complètement fou. Et je reviens à la question primaire. Pour ou contre, pourquoi j'ai posé ça? Parce que il y a un manque de respect et il y a en même temps des gens qui sont tellement tatoués Tesla fort que si jamais tu oses écorcher le nom un tant soit peu, ben là, tu viens de signer ton arrêt de mort vis-à-vis eux. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment inacceptable. Et ça fait en sorte, effectivement, de venir ternir un peu l'image que j'ai de la voiture. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a un journaliste collègue avec qui j'ai travaillé il y a fort longtemps qui m'avait dit il y a une dizaine d'années, on parlait de voitures BMW et du plaisir que j'avais de conduire certaines voitures BMW, bon, etc. Et lui me partageait entièrement mon avis, puis il m'avait dit, tu sais quoi, Antoine, une BMW à boîte manuelle, j'adore ça, c'est une voiture géniale, mais jamais tu m'en vendrais une. Je dis pourquoi? Parce que je dis, il dit, je suis pas capable de m'identifier à cette marque-là. Je suis pas capable de m'identifier au fait que quand tu te présentes chez le concessionnaire BMW, puis que tu t'arrives au département de service, puis
puis que tu as un paquet de gens qui sont là en train de se péter les bretelles puis de faire leur show-off parce qu'ils conduisent une 328i, il dit, moi, je ne suis pas capable de m'identifier à ces gens-là. Il dit, les gens achètent un logo, les gens achètent un faux prestige, se donnent du crédit parce qu'ils conduisent une voiture de luxe. Pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Puis bon, peut-être qu'on pourrait en dire autant de d'autres marques, mais lui, c'était sa perception de la marque BMW. Puis je comprends un peu ce qu'il voulait dire, parce que moi, dans une autre vie, pas dans une autre vie, mais étant beaucoup plus jeune, pardon, j'étais vraiment un fanatique des Volkswagen de première, deuxième génération. Vous pouvez peut-être d'ailleurs le voir avec le vieux cadre qui est dans le fond sur le mur. J'étais vraiment un fanatique des Volkswagen MK1, MK2. Les Rabbit GTI, j'en ai encore une aujourd'hui. Les Sirocco, les Vaux Cabrio, les Corrado, bon, toutes ces voitures-là. C'était vraiment des voitures qui me plaisaient malgré leurs innombrables problèmes. Et on va se le dire, là, de toutes les voitures que j'ai possédées dans ma vie, les voitures avec lesquelles j'ai eu le plus de troubles, et de loin, c'est des Vaux. Ce qui ne m'empêche pas de les aimer, mais c'est des paquets de troubles. Les vieilles Vaux particulièrement, c'est hallucinant. Mais ça ne m'empêchait pas de les aimer. Sauf que quand je parlais à des gars de Vaux, à des gars de MK1, MK2, quand je me retrouvais dans des clans ou des rassemblements de Volkswagen, qu'est-ce qui arrivait? D'abord, je ne pouvais pas dire qu'une voiture... Tu sais, un système d'injection mécanique sur une Volkswagen, c'est mal fait, c'est mal pensé en partant. C'est un paquet de troubles. Puis celui qui ose contredire ça, bien, sors-moi tes arguments, parce que honnêtement, je ne la comprends pas. Mais si j'avais le malheur de dire que c'était mal fait, bien là, on me traitait de cave, puis on me disait, va donc t'acheter une Honda. Hein? C'était vraiment ça. Puis en même temps, quand je me retrouvais dans ces rassemblements-là, je constatais que la grosse majorité des Golf 2, des Jetta, bien, ça avait été modifié à fond la caisse, avec des mécaniques d'Audi TT, avec des VR6 qui provenaient de voitures beaucoup plus récentes. Puis, tu sais, je réalisais bien vite que la moitié de ces chars-là, c'était des autos volées, reconstruites avec des numéros de série, so-so. Puis là, tu te retrouvais dans une clique, puis tu te reconnaissais. Je me reconnaissais pas dans cette clique-là. Fait que, autant j'étais passionné par les Vaux MK1, MK2 pour ce qu'elles étaient, autant j'avais de la misère à m'identifier au club de ces voitures-là, parce qu'il y avait un paquet de bandits là-dedans, il y avait un paquet de chars volés, reconstruits, retrouvés, avec des gars qui ne voulaient rien entendre, puis qui juraient dur comme fer que ces voitures-là, c'était les 7e merveilles du monde, puis qu'il n'y avait aucun œil critique. Moi, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai vécu mon trip un peu dans mon coin de ces voitures-là, puis je vous avoue que mes chums riaient de moi, parce qu'eux autres, ils avaient des autos peut-être moins le fun, mais certainement plus fiable que les miens. C'était tout le temps pété, les affaires, c'était comme ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que il y a le produit, mais il y a les gens qui se le procurent, et des fois, tu ne t'identifies pas toujours à ces gens-là. Et moi, de voir ce que je me permets d'appeler la secte Tesla, c'est-à-dire les gens qui sont tatoués au fer rouge et qui vont t'insulter, te critiquer, te ridiculiser de façon complètement indécente. Si tu oses critiquer le produit, bien moi, je n'adhère pas à ça. Je suis désolé. Si tu t'achètes une Tesla parce que c'est un produit que tu as choisi consciencieusement, parce que oui, tu as pesé le pour et le contre et ça fait ton affaire, ou parce que tu veux faire un geste environnemental, ou parce que tu tripes sur la voiture électrique, sur les performances de cette auto-là, c'est correct, tu peux avoir tes raisons. Mais les autres véhicules ont leur place sur le marché. Tesla n'a pas toute la vérité. Tesla n'est pas supérieur à tout ce qui existe ailleurs dans le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tesla a sa place. Tesla fait bien d'être là. Tesla a brassé l'industrie. Je leur donne tout le crédit pour ça. Mais jamais je n'ai reçu autant de messages haineux, disgracieux, impolis de la part de gens qui possèdent des Tesla et qui ont plus de vie. Parce que je me suis permis à 2-3 reprises d'aller voir des profils de personnes qui m'insultaient à des niveaux où vous n'avez même pas idée, pour réaliser que c'est pas juste envers moi, là. Tu regardes leur page Facebook ou tu regardes le profil de la personne, puis tu réalises que c'est Tesla. J'ai l'impression qu'il existait des céréales en forme de T
Et si Tesla vendrait des céréales Alphabet, mais juste avec des T, là, ben, c'est ce qu'ils mangeraient matin, midi, soir. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que pour moi, ça, c'est un sérieux problème et j'ai de la misère à m'identifier à ces maniaques-là de la marque Tesla qui ne voient, qui ont des œillères et qui ne sont pas capables de voir autre chose que ça. Maintenant, il faut quand même que je donne à Tesla beaucoup de crédit parce que c'est une entreprise qui a les deux yeux rivés sur l'électrification des transports, a décidé de se spécialiser. Oui, c'est vrai, Lambert qui fait un commentaire un peu comme les Harley. Ouais, je suis un peu d'accord. Tu sais, quelqu'un qui possède une Harley ne s'achètera pas une Kawasaki, puis quelqu'un qui possède une Harley, souvent, va rire de tout ce qui est ailleurs, alors que les Harley sont loin d'être parfaites, on s'entend. Et je ne suis pas un gars de moto, mais je sais très bien que... ouais, ben, tu sais, il y a Dominique qui dit Tesla, c'est une religion, effectivement. Puis là, bon, la secte d'Ellen, mais tu sais, est-ce que les religions ont la vérité absolue? Est-ce qu'il y a juste ça dans le monde? Il faut se poser un paquet de questions. Enfin, bref. Là où je voulais en venir, je donne le crédit à Tesla d'avoir concentré tous ses œufs dans le même panier, d'avoir focusé sur l'électrification des transports et d'avoir étudié son sujet au point où, juste pour ça, on a une longueur d'avance sur tout le monde. Puis l'exemple que je veux vous donner, c'est celui de Ford qui a dévoilé son Mustang Mach-E. On l'attend. Oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas arrivé avec Tesla. Quand Tesla a dit « on arrive avec notre modèle Y », bang, il était là, 2 mois après. Le Mach-E, c'est long. Puis là, vous allez me dire, oui, il y en a un ou deux qui sont arrivés dans des concessionnaires déjà, quelques-uns, oui, mais on a annoncé qu'on retardait encore de 2 mois. Puis bon, c'est long, puis c'est interminable, puis on sait qu'au Québec, on achète plus que la moyenne, donc on va mettre un peu plus d'efforts pour nous en vendre, mais c'est pas évident. Le processus, c'est vraiment tough. Et vous avez peut-être vu passer l'article que j'avais fait il y a 2 semaines sur le fait que les Mustang Mach-E Premium All-Wheel Drive, on n'avait plus de subvention. Donc, la subvention de 8 000 n'était plus applicable sur cette version-là parce qu'on disait que le prix dépassait les 60 000. Et là, je ne reviendrai pas sur tous les détails. Mais cela étant dit, Ford avait annoncé que le véhicule était éligible aux 8 000 de crédit gouvernemental. Il y avait une anomalie dans la façon d'indiquer quel était le crédit applicable sur les Mustang Mach-E sur le site de Rouler électrique ou Rouler vert, là, les véhicules électriques du Québec. Je ne me souviens pas de l'adresse exacte, vous me pardonnerez. Et enfin bref, ce que j'avais trouvé cocasse, c'est qu'on avait annoncé le retrait ou du moins la non-disponibilité de ce crédit-là la semaine même où Tesla débarquait avec un modèle Y à roue motrice arrière qui, lui, était éligible aux crédits gouvernementaux. J'ai pas eu le choix que de faire 1+1 et de comprendre que les gens de Tesla qui avaient téléphoné au gouvernement pour faire homologuer leur véhicule ou le faire inscrire comme éligible avaient flagué le fait que chez Ford, on avait un véhicule qu'on vendait à un peu plus de 60 000 alors qu'on le disait éligible aux crédits gouvernementaux. Et il y a quelqu'un au gouvernement, bien qu'on n'a jamais voulu me confirmer la chose, qui a pris ce commentaire-là et l'a appliqué. Et ensuite, on a contacté les gens de Ford pour leur dire, bien écoutez, le véhicule... ben c'est ça, il y a Renaud Pierre qui me dit ben oui, ça va faire vendre des modèles Y, puis il y a des gens qui pensaient acheter une Mach-E qui vont se retrouver dans des modèles Y, c'est sûr. Alors les gens de Tesla de bonne guerre ont téléphoné au gouvernement, ont flagué le problème. Les gens du gouvernement qui n'avaient probablement pas vu ça parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire, ont dit oui, vous avez raison. Ils ont appelé les gens de Ford, ils ont dit ben écoutez, oubliez ça, le 8000, il n'est pas éligible ce véhicule-là. Les gens de Ford qui n'avaient pas vu venir la chose et qui ont placé le prix de leur véhicule sans prendre ça en considération nécessairement, ben, ont dû composer avec une situation, se sont battus. Finalement, ils ont eu gain de cause en partie parce que tous les véhicules commandés avant le 14 janvier, si ma mémoire est bonne, ben, seront finalement quand même éligibles aux 8 000 du gouvernement.
parce qu'effectivement, il y avait une anomalie sur le site du gouvernement. Mais si c'est des véhicules commandés après ça, ils ne seraient plus éligibles. Et là, mon feeling, c'est que Ford va ajuster son prix. Mais tout ça étant dit, c'est que au final, Tesla a réussi d'abord le fait de pouvoir homologuer un véhicule qu'on va vendre à moindre coût et qui risque d'être bien populaire. Et deuxièmement, de faire en sorte que il y a un des véhicules Ford qui ne soit plus éligible, donc de couper les vivres à Ford un petit peu, ou à tout le moins, de faire en sorte que Ford soit forcé de baisser le prix de son véhicule d'à peu près 2500$ pour qu'il soit éligible. Donc, moins de profit pour Ford, toujours plus de profit pour Tesla, et on sait qu'il était l'homme le plus riche au monde récemment annoncé, Elon Musk lui-même. Donc, j'ai trouvé que cette stratégie-là était intéressante et ça prouve juste une chose. Tesla tient sa compagnie bien en laisse, gère ses choses de la bonne façon, alors que chez Ford, pas besoin de vous dire que le Mach-E, oui, c'est un produit important, mais dans l'échelle de toute la gamme de ce qu'on propose chez Ford, bof. Je pense qu'on aime pas mal mieux vendre des F-150 et vous aurez compris pourquoi. Puis c'est pas une insulte à Ford, mais c'est quand même le cas. Si le F-150 n'existait pas, Ford ne serait même pas là pour vous en parler. Alors, ça vous donne une idée. Je reviens sur la qualité de peinture, sur les panneaux de carrosserie mal ajustés, sur les rattles qu'il y a dans les produits, les craquements, les cliquetis, comme on dit en bon français, qu'il y a sur les véhicules, les véhicules Tesla. Parce que, oui, à un certain moment donné, j'avais fait une vidéo où il y avait une Tesla modèle 3, la peinture décollait au bas de caisse. Je pouvais éplucher la peinture comme ça, c'était épouvantable. Et cette personne-là s'était fait dire par le concessionnaire Tesla, écoutez, c'est pas garanti, c'est pas de notre faute si on met des abrasifs sur la route. Et là, depuis, on a fait un rappel. Le rappel étant, on installe des garde-boue qui vont empêcher la peinture de décoller. Pour moi, c'est de rire de la clientèle, là, honnêtement. Là. Tu peux pas... Je veux dire, le problème, c'est la conception de la peinture. Corrigez votre problème. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des vices de conception au niveau de la peinture. Rappelez-vous de GM, la peinture partait au vent. Les Honda Civic, on commence à s'en rendre compte. Le Clear décolle après 7-8 ans sur les Civic. Bon, coudonc, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes, mais vous êtes un constructeur automobile. Prenez vos responsabilités. Corriger les véhicules, honorer les garanties. C'est pas parce qu'on roule au Québec que la voiture ne devrait pas être couverte, là. C'est pas parce qu'on met des abrasifs sur les routes que la voiture ne devrait pas résister à ça. Et c'est sûr qu'un garde-boue, ça ne peut pas nuire, mais soit dit en passant, le garde-boue que vous avez conçu est tellement mal fait qu'en bout de ligne, il nuit. Lui aussi, parce qu'il garde l'humidité et de la façon qu'il est designé, ça coupe un peu la peinture, ou du moins ça l'abîme. Puis il y a une pression qui est faite, enfin bref. C'était pas nécessairement une bonne idée. Fait que, leçon de tout ça, c'est dommage que Tesla ne fasse rien parce que vous achetez une voiture qui est vulnérable aux conditions climatiques du Québec et vous n'aurez pas le choix, à mon avis, si vous voulez conserver votre voiture un peu longtemps, de la protéger adéquatement, c'est-à-dire de faire un très, très bon anti-rouille. Et là, est-ce que c'est anti-rouille Bolduc, là, il va falloir que j'aille les visiter un jour, eux autres, parce qu'ils ont une réputation en or pour faire des traitements de Tesla. Il paraît qu'il y a plus d'1 an d'attente pour faire traiter une Tesla anti-rouille là-bas. Mais je sais que ce sont des experts pour le traitement anti-rouille des voitures Tesla. Et honnêtement, pour moi, si on achète une Tesla, on fait ça en partant. On fait un traitement anti-rouille complet, au risque d'annuler la garantie du constructeur, qui entre vous et moi ne vaut pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est aussi un autre problème. Donc, quand je vous parle de vices qu'il y a du côté de chez Tesla, ça, c'en est un majeur. Une garantie qu'on n'honore pas, où on fait tout pour faire comme si c'était la faute du client et non pas la faute du constructeur. C'est inacceptable. Martin Savard qui me dit que c'est Bolduc à Saint-Apollinaire. Ouais, appelez-les tout de suite puis placez votre rendez-vous parce que je ne les connais pas. Je prendrai le temps un jour d'aller les visiter pour découvrir le travail qu'ils font, mais je sais que de réputation, ils font un boulot exceptionnel et que la voiture est très, très bien protégée. On démonte vraiment tout le soubassement de la voiture pour traiter l'auto adéquatement. Et l'autre truc qu'il faut faire sur une voiture Tesla, c'est minimalement de protéger la peinture en appliquant une pellicule protectrice
comme Protex, par exemple, eux sont rendus experts dans les voitures Tesla, vont aussi les démonter en partie pour installer de la protection, minimalement au bas de caisse et sur la partie avant. Vous devez de faire ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez vous acheter une Tesla pour toutes les raisons du monde, allez-y. C'est une voiture, en ce qui me concerne, il y a des risques en ce qui me concerne d'acheter une voiture Tesla neuve plus que d'acheter une Chevrolet Bolt, par exemple, parce qu'on ne sait pas comment le constructeur va réagir. On ne sait pas si le prix des pièces va monter en flèche demain matin ou va planter. On ne sait pas si on va décider de vendre une voiture 5 000 $ de moins parce qu'on aurait changé d'idée un soir de semaine comme ça. Ça, pour moi, c'est un peu délicat. Mais c'est quand même une voiture qui, technologiquement, dépasse tout ce qui se fait ailleurs. Puis ça, il faut l'admettre. Puis oui, on a fait un match comparatif entre une Model S et une Porsche Taycan tout récemment. Puis pas besoin de vous dire que je prends la Porsche, même si l'autonomie est moindre, même si l'espace est moindre. L'expérience n'est pas la même. Mais la Model S, c'est une voiture qui a 8-9 ans de conception. C'est pas la même école de pensée. C'est pas le même prix non plus. Alors, vous choisissez la Model S versus une Taycan, parfait, allez-y, mais protégez votre voiture. Et particulièrement si c'est une Model 3 ou un Model Y, là, je vous dirais que la qualité d'assemblage, visiblement, elle est moins bonne sur une Model 3 et un Model Y que sur une Model S, ce que je pense. Alors, faites un traitement anti-rouille, protégez la peinture avec une pellicule Protex, ça va vous coûter 5-6 000 $ de plus que le prix de la voiture, mais au moins vous allez pouvoir rouler l'esprit en paix sans avoir peur que la voiture commence à se décomposer de façon prématurée, parce que c'est le cas. Les gens qui n'ont pas fait de traitement adéquat, vous vous retrouvez avec une voiture qui est très, très mal protégée. Et ça, si vous achetez une Hyundai, si vous achetez une Chevrolet, si vous achetez, je m'en allais dire une Jaguar I-Pace, puis c'est peut-être pas le bon exemple. Enfin bref, si vous achetez une voiture d'un grand constructeur automobile, ça risque pas d'arriver. Et c'est là, c'est là que j'ai un bémol envers Tesla. Il va falloir que Tesla est un constructeur très jeune, on a le temps de s'ajuster, mais la question c'est est-ce qu'on veut s'ajuster? Et ça, on n'a pas répondu à ça. Et Tesla n'a pas de département média. Il n'y a personne à qui je peux m'adresser chez Tesla pour avoir des réponses à ce niveau-là. J'aimerais seulement pouvoir parler à quelqu'un, mais les réponses, elles viennent dans la rue. Il y a Florent qui me parle Audi e-tron ou Tesla. C'est sûr que la qualité d'un e-tron au niveau de la fabrication, c'est exceptionnel. C'est un véhicule qui est très lourd, hein, le e-tron. On le sent. La Tesla aussi, c'est très lourd, mais le e-tron, c'est un véhicule qui est très, très lourd, mais la qualité d'assemblage, l'expérience n'est pas la même. Mais c'est pas la même autonomie non plus. Puis moi, ce qui m'a déçu du e-tron, c'est qu'une Audi, tu as quand même une expérience de conduite, un comportement qui est génial. Je ne l'ai pas retrouvé, ça, dans le e-tron. Je trouve que c'est un véhicule qui ne te donne pas de sensation de conduite comme les autres Audi, alors que pourtant, le fait que ce soit un véhicule électrique devrait nous donner une expérience intéressante. J'ai été vraiment déçu. Il y a quelqu'un qui dit pour wrapper la voiture au complet, donc pour une pellicule transparente installée au complet sur le véhicule, on parle de 5-6 000 $. Oui, ça vaut la peine. À mon avis, ça vaut la peine. D'abord, c'est un peu plus uniforme. Et si vous optez pour une pellicule satinée, que je trouve magnifique, et que vous prenez une voiture bleue, par exemple, vous allez avoir un fini qui est vraiment, vraiment très joli. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Question de goût personnel encore là. Donc, Tesla, il faut honorer les garanties. C'est bien beau d'offrir une garantie, mais si elle ne sert à rien, elle ne sert à rien. Le service après-vente, expérience relative. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, on aime ça quand ça vient à domicile. On vient changer les lumières, là, les aquariums qui servent de lumière, parce qu'on le sait, là, sur des voitures Tesla, il y a tout le temps de l'eau dans les globes optiques. Ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler. Mais ça, au moins, on semble les changer rapidement. Et sans trop s'obstiner, j'ose croire. Mais l'expérience après-vente chez Tesla ne semble vraiment pas faire l'unanimité et c'est un point sur lequel il faudra travailler. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée au début et qui a fait en sorte que j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'insultes tout au long de la journée sur ma page Facebook, pour ou contre Tesla, ma réponse c'est « je suis pour à 100%. Tesla a fait changer l'industrie. Tesla a forcé GM, Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz à réagir.
Et dites-vous que la majorité des véhicules électriques qui roulent aujourd'hui ne seraient pas là si Tesla n'avait pas fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, Tesla est un constructeur automobile, doit prendre ses responsabilités et agir comme un constructeur automobile. Et ça, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil comme tout le monde. Ça veut juste dire qu'il faut respecter ses engagements et offrir un service après-vente. Parce qu'il y a certaines voitures Tesla qui commencent à vieillir. Les Tesla, ça vieillit plus ou moins bien. Et si vous voulez poser un geste environnemental en achetant un véhicule, qu'il soit à essence ou électrique, bien, sachez ceci, plus longtemps vous le conservez, plus longtemps le geste environnemental il a une valeur. Et particulièrement dans le cas d'une voiture électrique, parce qu'on sait tous qu'au jour 1, une voiture électrique, de par sa fabrication, pollue plus qu'une voiture à essence. Et c'est au fil du temps que l'impact énergétique ou l'impact environnemental est amoindri. Et j'avais vu un excellent reportage à ce sujet-là voyons, j'ai un blanc de mémoire, à Découverte avec Charles Tisser, qui résumait très très bien la réalité d'une voiture électrique avec son impact environnemental au jour 1 et tout au long de sa vie. Donc, acheter une Tesla, oui. Acheter une Tesla pour changer de voiture aux 2 ans, non. Parce que là, c'est pire que si vous achetez un F-150, là, à mon avis. Là. Et là, ben, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais bref, une voiture électrique au jour 1, ça pollue. Puis c'est le fait de la conserver et d'étirer sa vie qui fait en sorte que l'impact environnemental est moindre. Alors il faut pour ça que la voiture soit capable de passer à travers les années. Et pour l'instant, je trouve que les Tesla ne sont pas assez bien protégés. Donc, oui, achetez-vous une Tesla dans la mesure où vous la gardez longtemps et vous la protégez adéquatement en effectuant un traitement anti-rouille comme il se doit, en installant une pellicule protectrice et en prenant soin d'entretenir le véhicule adéquatement aussi. Et j'ose croire qu'au fil des années, on pourra obtenir de plus en plus. Oui, il y a quelqu'un qui mentionne les Toyota Tercel sont parfaits sur le plan environnemental. Et là, je suis d'accord parce que vous saviez-vous qu'il y a encore aujourd'hui, j'ose pas dire une majorité, mais une quantité hallucinante de Toyota Tercel qui roulent sur nos routes. Et la Tercel la plus récente date de 1999. Alors, c'est vous dire à quel point ces voitures-là sont solides, fiables, peu coûteuses à entretenir. Ce n'est pas le cas d'une Tesla, je vous le dis tout de suite. Une suspension, alors juste pour vous donner un exemple, suspension pneumatique sur une Tesla, vous allez payer 2000, 2200, 2400 $ pour un amortisseur chez Tesla. C'est épouvantable. Et le prix est variable en fonction de la journée où vous appelez. Ça, c'est l'autre problème. Mais on commence heureusement à voir des pièces d'après-marché arriver au niveau des freins, au niveau des suspensions. Pour ceux qui ont besoin de suspension pneumatique, vous regardez du côté de la compagnie Arnott. Ça m'a vraiment impressionné ce qu'ils font, eux. Et les amortisseurs pneumatiques ne coûtent même pas la moitié du prix d'une pièce de chez Tesla et sont garantis pour une durée quand même intéressante. Alors, ça aussi, c'est... il y a quelqu'un qui me dit, excuse, je vais juste lire le message. La carrosserie est assemblage, laisse à désirer, mais les freins sont bons pour 250 000 milles. Seigneur, c'est quelqu'un qui ne freine pas souvent, ça. 250 000 milles, ça c'est quoi? C'est 400 000 kilomètres? Ouais, peut-être. Enfin, bref. Alors, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Tesla. J'espère que ça m'aura permis de changer les impressions de certaines personnes qui pensaient que je voulais faire une vendetta envers la marque. Mais je maintiens le fait qu'il y a des propriétaires de Tesla qui ont besoin de se faire soigner. Parce qu'il y en a qui sont juste un petit peu trop maniaques, tatoués au fer rouge, et ça leur ferait du bien une petite douche d'eau froide ou une petite leçon de politesse, parce que, encore une fois, je vous le rappelle, j'ai reçu beaucoup de messages haineux de la part de gens qui ont adhéré à la secte Tesla. Et je ne serai pas un de ceux-là, ça je vous le garantis. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, je ne serai pas propriétaire d'une de ces voitures-là, si évidemment la qualité de fabrication
va en augmentant. Et en terminant, oui, j'ai cette casquette-ci que je vais envoyer à une des personnes qui a commenté sur ma page ce soir. Alors, je demanderai à ma fidèle compagne Martine qui m'aide à gérer mes réseaux sociaux du groupe à l'infini. Alors, voici la petite bouteille que j'utilise pour lui rendre hommage. Alors, c'est probablement Martine qui va rentrer en contact avec la personne gagnante et je ferai acheminer cette casquette de la Model X qui, j'ose croire, sera beaucoup plus fiable à long terme qu'un Model X parce que le Model X, pour moi, c'est peut-être le moins bon produit de toute la gamme Tesla. Enfin bref, on pourrait en parler encore longtemps. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là en grand nombre. Vous pourrez le réécouter un peu plus tard sur ma page Facebook. Dès demain, ce clip-là se retrouvera aussi sur ma page YouTube que je vous invite à aller visiter, Auto Joubert. Et ben voilà, merci d'avoir été là. Et à la semaine prochaine pour un live mercredi dans ma grosse brune. On le fera probablement à 17h la semaine prochaine. Et au fil des semaines, bien, on vous tiendra au courant à quelle heure on le fera parce qu'il y a des avis bien partagés sur l'heure favorite à laquelle on le fait, 17h ou 19h. Enfin bref, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée.